Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 14 décembre 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire, une émission consacrée au procès du 13 novembre, cette fois avec deux avocates de la défense et Mathieu Suc qui suit les audiences pour Mediapart. C'est parti. C'est un procès hors norme dont on vous parle depuis la rentrée, celui des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis qui ont fait 131 morts. Il a commencé ce procès il y a plus de 3 mois et doit encore en durer un peu plus de 5. Jusqu'à présent, nous avons donné la parole aux victimes directes et indirectes, aux parties civiles. Ce soir, la parole est à la défense. Comment on défend des accusés de terrorisme dans un procès que certains considèrent à tort ou à raison comme un procès pour l'histoire. Autour de la table, donc, deux avocates de la défense. Bonsoir à toutes les deux et bienvenue. Je vous présente Menia Arab Tigrine, bienvenue. Vous êtes avocate depuis 8 ans. Vous défendez Ali El Haddad Assoufi, soupçonné d'avoir été un logisticien des attentats parce qu'il aurait été en contact avec des membres de la cellule et fréquenté des planques bruxelloises du commando. Marie Violo, bienvenue. Vous êtes avocate depuis 3 ans et avec Stanislas Eskenazi, vous défendez Mohamed Abrini qui comparaît pour complicité d'assassinat terroriste, ami d'enfance de Salah Abdeslam. Il serait impliqué dans la préparation des attentats, aurait convoyé le commando vers Paris. Il est aussi l'homme au chapeau, soit le 3e homme accompagnant les 2 kamikazes de l'aéroport de Bruxelles en mars 2016. Et Mathieu Suc, salut, tu suis avec Karl Lasque le procès des attentats du 13 pour Mediapart. Est-ce que, juste pour commencer, tu peux nous dire où on en est dans ce procès ? Oui, alors il y a eu différentes étapes. On a commencé un peu par les constatations sur les scènes de crime. On a eu la période très à la fois bouleversante et dure des témoignages des victimes et de leurs proches. On rentre dans la phase un peu plus traditionnelle, si j'ose dire, d'un procès d'assises, où on est sur l'enquête et sur les charges. On a eu, dans un premier temps, la DGSI qui nous a parlé un peu du parcours de certains des accusés ou des auteurs décédés en Syrie. On a eu la phase plus compliquée des témoignages des enquêteurs belges sur ce qui avait pu se passer en Belgique ou ailleurs dans leur enquête. Et là, ces jours-ci, on est sur quelque chose qui illustre un peu le thème de notre soirée, c'est qu'on on est là pour quelques jours sur les auditions des familles des auteurs. Et on a eu notamment la semaine dernière, et on en reparle dans notre carnet de bord des victimes, dans un texte de Georges Chaline, sur ces auditions des parents des terroristes, et le fait que ça soit un peu compliqué. On avait connu ça lors du procès Mera, vous vous souvenez, avec le témoignage de la mère. On a connu ça avec Charlie Hebdo, avec les femmes des frères Kouachi, où on a l'impression, parce que les auteurs sont décédés, qu'on reporte quasiment sur les membres de leur famille les charges qu'on ne peut pas faire peser sur des morts. Et là, on a eu ça la semaine dernière avec donc des parents de kamikazes. Et donc, ça pose effectivement cette question de... Comment, quand la société... Le statut de témoin est adapté, quoi. Est-ce que c'est le bon statut ? Et surtout dans un procès comme ça, où forcément la société est tellement marquée, comment on peut juger sereinement, et comment, quand on est sur les bancs de la défense, on peut défendre sereinement aussi des hommes qui sont accusés donc de peines très lourdes. Alors justement, à toutes les deux, c'est quoi pour vous le rôle d'avocat de la défense dans un procès comme celui du 13 novembre ? Alors, avocat de la défense, comme dans tout autre procès, il n'y a pas de changement sur la fonction. On a prêté serment, on va exactement défendre dans cette salle d'audience comme on défendrait comme dans une autre. La difficulté, parce qu'évidemment qu'il y en a une, et il y en a une pour nous, comme pour n'importe quel, à mon avis, auxiliaire de justice qui entre dans cette salle, c'est qu'il y a une pression qui n'est pas la même que d'habitude. Et qu'on a conscience qu'il se joue ici quelque chose qui intéresse tous les Français, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres dossiers dans lesquels on entre et on tient une stratégie de défense et puis on soutient un homme qui est en train de se faire juger, on élabore avec lui son dossier, sa défense, on rencontre les familles. Là, on sent que ça déborde de notre mission habituelle, puisqu'évidemment, la pression est de partout. Elle est médiatique, elle est sociale, elle est historique, vous l'avez dit, puisque c'est le mot qu'on a choisi pour ce procès-là. C'est un bon mot ou pas ?
Je vous le dirai à la fin. Pour l'instant, j'en sais rien puisque je crois que, tout dépend aussi de la définition qu'on donne aux événements historiques. Si ce procès est fait pour changer quelque chose dans la conscience collective, dans l'évolution de l'histoire de la France, oui. Si c'est pour, et on l'a déjà plaidé avec ma consoeur Marie Violo, si c'est pour régler nos comptes avec un événement passé, alors j'appellerai pas ça un procès historique. Je pense que si on n'arrive pas à la fin à dire que c'était un procès, je pense, moi, en avocat de la défense, qu'on aura raté quelque chose, mais tous. Et que, précisément, lorsqu'on est sur les bancs de la défense, il nous tient, nous, à cœur, de rester fidèles à ce pourquoi on a souhaité faire ce métier, et de surtout pas se laisser emprisonner par ni des émotions, ni des peurs, ni des frustrations, quelles qu'elles soient. On oublie même parfois notre humanité, notre citoyenneté, notre regard par rapport à ce qui s'est passé le 13 novembre, puisque on porte une robe et qu'on veut en être à la hauteur. Marie et moi avons partagé un moment très compliqué lorsqu'il s'est agi de s'opposer au témoignage de certains témoins, dont nous considérions juridiquement qu'ils n'en étaient pas. Alors on va y venir. Ouais, on va y venir. Vous allez un peu trop vite, vous me volez mes questions. On va y venir, mais d'abord votre sentiment, Marie Violo, c'est un procès qui n'est pas banal. C'est comme ça que vous l'abordez, ou vous l'abordez comme n'importe quel autre procès? Alors il faut l'aborder, en tant qu'avocat, il faut l'aborder, je crois, comme n'importe quel autre procès, mais à partir du moment où on rentre dans le palais de justice et on a toutes ces caméras, tous ces journalistes, et on a toute cette liste de victimes, et on se rend compte que ce qui s'est passé il y a 6 ans maintenant a vraiment secoué la France entière, non, ce n'est pas un procès comme les autres. Mais moi, je pense que les avocats sont là pour faire en sorte que nos principes fondamentaux, ceux qui régissent le droit pénal et le procès pénal, soient respectés. Et je pense que c'est dans ce genre de configuration que les risques sont les plus grands. Et je pense que c'est pour ça que Ménia et moi avons déposé nos conclusions la dernière fois, parce que c'est allé un peu trop loin. C'est-à-dire ? Mathieu. Juste peut-être une petite précision, parce que sur cet épisode qu'on a relaté un peu dans le papier, donc vous êtes opposé à la déposition de François Hollande et de certains chercheurs, mais je vous laisserai y revenir plus particulièrement pour dire les choses. C'est aussi une des raisons où on a eu envie de vous inviter ce soir. On ne se connaît pas, les journalistes et les avocats, nous en tout cas tous les trois, enfin moi on n'avait jamais discuté ensemble, et sur ces conclusions, j'ai trouvé ça passionnant, vous les raconterez peut-être après, mais ce qui était très intéressant, pour que les gens comprennent, c'est que vous avez soulevé ça, il y avait certains de vos confrères qui sur les bancs de la défense étaient contre vos arguments, et en partie civile, certains des avocats qui étaient d'accord avec vous et d'autres qui étaient contre. Donc ce n'est pas que des positions par rapport à des intérêts particuliers, mais c'était aussi des questions de principe, et on a trouvé ça très intéressant, et ça nous a même donné l'idée de cette émission. Alors venons-y du coup à cette histoire de conclusion et d'audition que vous ne jugiez pas donc pertinente ou légitime. On parle de celle de François Hollande ? Oui, notamment. Pour commencer. Donc celle de François Hollande, président de la République au moment des faits. Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas l'entendre ? Alors, si juste je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je trouve que c'est très important ce qui s'est passé à ce moment-là. Lorsque ces avocats de partie civile, en même temps que les avocats de la défense, ont considéré que le débat juridique avait encore sa place dans cette salle d'audience et qu'ils pouvaient être d'accord avec nous sur le plan juridique, c'était déjà un soulagement d'imaginer qu'on pouvait encore faire du droit là où l'émotion avait pris beaucoup de place dans la salle depuis le premier jour, et où on sentait qu'il y avait une espèce de mouvement qui allait vers la condamnation, et puis c'est tout, et ça avec beaucoup de visibilité, mais qu'on oubliait peut-être la procédure pénale, c'est-à-dire qu'on s'écartait du procès pénal. Donc c'était un moment important pour tous les juristes, et il ne faut pas oublier qu'on l'est juriste avant même de parler de chacune de nos défenses. S'agissant de François Hollande, comme en fait des autres, de Gilles Kepel et d'Hugo Micheron, l'idée était... Deux spécialistes... Deux sociologues, nous dit-on, et François Hollande, ancien président de la République. La question qu'on s'est posée avec ma consoeur, c'est: sont-ils des témoins au sens pénal du terme ? C'est-à-dire qu'on est revenu à notre code de procédure pénale, il y a un article qui le prévoit, et le texte est on peut plus clair, il faut être témoin des faits, de la personnalité ou de la moralité. Le débat pour François Hollande, il était de dire...
enfin, dans ceux qui s'opposaient à notre vision des choses, c'était de dire mais il était dans le Stade de France. D'accord, mais on a eu au début de cette audience un débat sur toutes ces victimes qui n'en étaient pas. Donc toutes ces constitutions de partis civils qui ont été déclarées irrecevables, en tout cas sur lesquelles il y a eu un débat sur la recevabilité, puisque la Cour statuera à la fin, parce qu'on considérait que ceux qui étaient dans le Stade de France n'étaient pas des victimes directes des attentats. Donc lui n'en est pas une non plus. À quel titre donc devait-il témoigner? En tant qu'ancien président de la République, parce qu'il gouvernait le pays à ce moment-là, c'était donc une première, on n'avait jamais vécu ça. Et quel est l'objectif final? Puisque d'une part, il n'a pas accès au dossier, donc il ne connaît pas la procédure pénale dont nous débattons dans la salle d'audience. D'autre part, il n'est pas expert de quoi que ce soit, et la politique n'est pas une expertise au sens pénal du terme. Et donc, c'était quelqu'un qui venait déposer comme un Français et pas comme quelqu'un qui avait sa place en qualité de témoin dans notre salle. Vous partagez pas tous cette opinion-là. Xavier Nogueras, qui est un de vos confrères qui aurait pu être là ce soir, mais qui est retenu en audience, avait répondu à un autre de vos confrères, vous êtes nombreux dans cette salle, pourquoi ferions-nous l'économie de l'audition de quelqu'un qui est considéré par des accusés comme le mobile? Après tout, ça s'entend aussi. Alors, tu veux répondre? Moi, je n'étais pas nécessairement d'accord avec Ménia. On en a beaucoup discuté toutes les deux avant de déposer nos conclusions. C'est quelque chose... on est obligé d'y réfléchir parce que lorsqu'on dépose des conclusions, il y a en face 350 avocats de partie civile. Il y a des centaines de parties civiles qui vont les analyser, qui vont se poser la question de savoir ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est quelque chose qui va servir la cause de la défense? Ou est-ce que c'est simplement une veille des respects des principes fondamentaux de la procédure pénale? On y a réfléchi, on n'était pas d'accord sur François Hollande. Parce que moi, j'estimais que François Hollande, étant témoin des faits, quoi qu'on en dise, il était dans le Stade de France. Donc moi, je ne me suis pas opposée à la déposition de François Hollande. En revanche, sur le reste, on était parfaitement d'accord et on a considéré qu'à un moment donné, il fallait dire stop et qu'à un moment donné, on n'était pas sur un plateau de télé. Là, on est bien, on discute, on a un dialogue et c'est génial d'avoir ce dialogue-là. C'est précisément l'endroit où il faut l'avoir et je crois que la salle d'audience doit rester un petit peu étanche. Et ce n'est pas... la salle d'audience n'est pas un plateau de télévision, n'est pas un plateau de radio et n'est pas un amphithéâtre. Qu'est-ce qui vous a surpris en 3 mois d'audience ? Difficile comme question. Vous m'avez parlé par exemple de l'émotion qui débordait. Est-ce qu'il y a eu trop d'émotions? Est-ce qu'on a laissé trop de place à l'émotion par exemple? Il y a énormément. Donc on est passé par 5 semaines, c'est ça, d'audition de victimes, de parties civiles. Donc ça a été des témoignages très durs, éprouvants pour tout le monde. Vous disiez que ces attentats ont secoué la France. On peut imaginer qu'ils vous ont secoué vous aussi quand vous avez appris qu'ils avaient lieu. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a surpris dans ces 3 mois, dans ce que vous avez pu entendre, dans la façon dont se sont déroulées les choses? Est-ce qu'en arrivant, vous aviez une idée de ce qui allait se passer, puis vous avez dit, ah tiens, ce jour-là, telle chose m'a surprise, telle façon de se dérouler, je ne sais pas. Alors, je crois que Ménia et moi, on n'a pas l'habitude forcément, on n'est pas des avocates qui passons nos journées à la 16e chambre correctionnelle à traiter des affaires de terrorisme. Donc on ne s'attendait pas nécessairement à quelque chose d'extraordinaire en arrivant. Moi, il y a 2 points qui m'ont marqué. Le premier, c'est évidemment l'émotion et l'espèce de pitié absolue que ont généré ces dépositions à la chaîne de partie civile, avec des larmes des 2 côtés de la barre, évidemment. Et nous, on est là justement pour faire en sorte que cette pitié-là ne se transforme pas en une espèce de colère, parce que la colère, elle n'a pas sa place à la cour d'assises. En tout cas, la cour ne doit pas obéir à la colère. Ça, c'est la première chose. C'était très difficile à vivre et vraiment, on se sent avocat d'autant plus en défense à l'issue de ces 5 semaines-là. Et la deuxième chose pour moi, c'est la place des médias dans ce procès-là. Et le fait de savoir qu'à n'importe quel moment, nos paroles, nos gestes, les paroles et les gestes de nos clients peuvent être commentés immédiatement, sans avoir été analysés avant. Alors que dans n'importe quel autre, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas les procès dans lesquels j'ai l'habitude de plaider. Il y a toujours des journalistes dans les procès d'assises. Non, pas toujours. Pas toujours, mais il y en a. Mais je veux dire, la justice est rendue de façon publique, c'est-à-dire qu'un journaliste peut aller en cour d'assises et rendre compte de ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui vous paraît différent sur ce coup-là? La démesure.
Peut-être. La démesure. La démesure. C'est pas vraiment la démesure parce que je pense que c'est le corollaire de la gravité des faits, mais c'est le fait de tout est analysé et tout. Pardonnez-moi, rien n'est analysé à mon sens. Tout est commenté. Il y a des commentaires de commentaires de commentaires. Et à titre d'exemple, lorsqu'on a, pour ma part, lorsque j'ai déposé des conclusions d'opposition à témoins, dans l'heure qui suivait le dépôt de ces conclusions, elles ont été publiées en partie sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et commentées par des gens. Alors qu'elles n'avaient pas encore été débattues dans le prétoire. Dans le prétoire. Je n'avais pas plaidé ces conclusions-là. Elles étaient déjà commentées par des gens qui ne portent pas de robe. Et c'était assez difficile à vivre en tant qu'avocat parce que c'est quelque chose à laquelle on est assez rarement confronté, je crois, en tout cas en droit commun. Marie Violot, c'est votre premier procès pour terrorisme. Je l'ai dit, vous êtes avocate depuis 3 ans. Comment vous vous préparez à un procès pareil ? Comme n'importe quelle jeune avocate qui sort de l'école depuis 3 ans, c'est-à-dire que j'ai mon dossier et puis je vais faire cote par cote. Je vais prendre d'abord l'acte de saisine de la cour d'assises, qu'est-ce qu'on reproche à mon client, et puis je vais mettre en perspective les procès-verbaux de la procédure à l'histoire que nous raconte le ministère public. C'est un peu technique, mais c'est comme ça que ça marche. Après, pour le reste, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Peut-être, une question, c'est ne serait-ce même d'un point de vue pratique, comment vous organisez ? Parce qu'on est en train de parler d'un procès qui dure 8 ou 9 mois. La préparation du procès, vous parlez du dossier de vous éplucher, mais c'est quand même... on a parlé d'1 million de pages, je ne sais pas si on en est là, mais on n'est pas très loin. On n'est pas loin. On n'est quand même pas très loin. Voilà, faut... C'est compliqué, c'est très compliqué. Enfin, en réalité, ça c'est la mission impossible de ce procès pour un cabinet d'avocats, c'est d'y survivre et de réorganiser son quotidien, puisque, moi je l'ai en tout cas réorganisé en fonction de ce procès. D'abord parce qu'une longueur, un procès aussi long, on n'en a jamais connu, donc on ne sait pas comment s'y préparer. On ne peut pas s'y préparer. Et puis on a une équipe, on a toutes les deux une équipe avec nous qui travaille dans nos cabinets respectifs et qui travaille davantage encore, et sans lesquels d'ailleurs, en tout cas moi, je ne pourrais pas assurer cette audience. On prépare aussi nos clients, parce que c'est effrayant de s'imaginer que la personne qui nous suit depuis des années va être certainement prise dans une salle d'audience à la Cour d'appel de Paris et qu'on ne la reverra plus jamais. Mais, donc il faut expliquer ça aux autres. Et effectivement, moi j'ai augmenté les effectifs. J'ai l'impression d'avoir une double vie entre mon cabinet habituel et cette salle d'audience. Mais moi, je crois qu'on ne se prépare jamais vraiment à n'importe quelle audience, et à celle-ci encore moins, parce que nos missions commencent quand on franchit le seuil de la salle d'audience. Là, c'est vrai que moi, j'ai perdu mes repères, parce que je connais les cours d'assises de Paris, de la Cour d'appel de Paris. Celle-ci, on ne la connaissait pas, elle était nouvelle. Elle ne ressemble pas du tout aux autres. Il n'y a pas le cachet de la Cour d'appel, de la Cour d'assises de Paris. Et puis, on sent que ces centaines d'avocats de partie civile, on ne connaît pas ça. Donc, on s'adapte au fur et à mesure des jours, parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis, on fait en sorte aussi qu'il reste encore de la place pour notre travail, puisque il faut qu'au sortir de cette audience, on soit encore des avocats, et que les attentats du 13 novembre et leur jugement n'aient pas complètement pris toute la place dans nos vies, ce qui n'est pas facile à organiser. On imagine. On a reçu des parties civiles qui disent ne rien attendre de ce que vont dire les accusés, d'autres qui attendent des réponses. Est-ce que vos clients ont conscience que leur parole est tout de même très attendue ? Comment peuvent-ils l'ignorer ? Alors, on n'est pas tous dans la même position à cette audience. Si on est très, très simpliste, on va dire qu'il y a ceux qui contestent et ceux qui revendiquent, qui reconnaissent. Donc, c'est binaire, mais c'est à peu près ça. Et donc, forcément, on organise... l'angoisse de toute façon d'un accusé à la cour d'assises, je crois qu'elle est la même pour tous, et elle est la même pour n'importe quel procès, avec en plus, et je crois que c'est ce que voulait dire Marie, l'idée qu'on va vérifier chacun de leurs mots et qu'il ne faut pas se tromper d'une virgule. Et effectivement, si certains procès importants sont médiatisés et sont donc source de pression, celui-ci a sa petite particularité avec le live tweet, qui fait que d'ailleurs on va intervenir dans la salle d'audience
pour avoir son live du jour. Et donc ça, c'est difficile à gérer. Enfin, moi, je vais parler de celui que je défends. C'est une angoisse absolue pour lui de devoir prendre la parole. On continue parce qu'on est 3 dans l'équipe avec Martin Méchin et Jonathan de Taille de Bruxelles, à préparer avec lui, à essayer de le rassurer, à aller le voir au parloir pour s'assurer que, parce que physiquement et moralement, c'est très éprouvant pour eux aussi. Enfin, on a organisé ça de sorte que, en fait, ils partent très tôt le matin des maisons d'arrêt, ils rentrent tard le soir. Sur 9 mois, enfin, je veux dire, on peut tout imaginer, mais le corps humain a évidemment ses limites. Mais ils savent, je crois, en tout cas celui que je défends, c'est que tout va presque se jouer le jour où il va déposer. Marie Violot, votre client Mohamed Abrini a plusieurs fois spontanément déclaré qu'il n'était pas le commanditaire des attentats, ce qui ne lui est pas reproché. Est-ce qu'il va dire au tribunal quel était son rôle exact ? Quelle est sa ligne de défense ? Ou qu'est-ce que vous... Je suis tenue à quelque chose de très important. Le secret professionnel. Le secret professionnel. Il est interrogé le 4 janvier, peut-être aussi un peu le 5. Je vous invite à venir à l'audience. On suivra ça, j'imagine. Carl Lasque ou Mathieu Suc, tu suivras ça. Question, Mathieu. Oui, juste peut-être, c'est une question là, qui s'adresse aux deux et j'ai envie de dire même collectivement au banc de la défense, c'est que on a eu dans l'histoire, sur des procès comme ça de terrorisme, avec Vergès, des défenses de rupture en considérant que la justice ne pouvait pas être forcément rendue. On pourrait penser, on aurait pu s'attendre que certains, je vise absolument pas vos clients en l'espèce, mais que certains adoptent cette ligne-là en se disant, de toute façon, on n'a pas de moyen de se défendre et d'être défendu normalement. Est-ce que c'est une question... Or, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. J'ai l'impression que personne n'est sur cette ligne-là. Est-ce que c'est une question qui s'est posée ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne s'est jamais posé parce qu'on est dans une autre époque et d'autres mœurs et d'autres... façon de défendre. Nous, c'est difficile de répondre pour tout le monde, puisque évidemment, chacun et chacune fait en fonction du client que nous avons la mission de défendre. Mais j'ai tendance à dire que c'est tellement long que tout peut arriver à n'importe quel moment et que pour l'instant, en réalité, on ne sait pas si la justice est en train d'être rendue ou pas. C'est, je crois, au moment des interrogatoires au fond que tout ça va prendre un peu plus de sens. On a eu nos petits moments déjà de mésentente, de colère vis-à-vis de la manière dont l'audience se tenait. Je crois que ceux qui sont dans la salle d'audience ont remarqué que parfois on n'était pas très contente. Mais sur quoi, par exemple ? On comprenne bien. Alors, si vous voulez, habituellement, dans une cour d'assises, d'abord, on sait exactement ce qui va se passer en termes d'accusation. C'est-à-dire que le ministère public qui représente l'accusation nous dit, pose les questions. Ensuite, quand il y a des parties civiles, normalement c'est avant d'ailleurs, l'usage veut qu'il pose les questions avant. Là, on a inversé pour les besoins de l'audience. Et ensuite arrive notre tour de questions. Mais en tout premier lieu, la Cour pose ces questions aux accusés et aux témoins. L'idée, c'est qu'il y a une forme de neutralité un peu obligatoire qui fait partie du code de déontologie du magistrat, et donc c'est un rapport très objectif au dossier, aux faits, aux déclarations d'un accusé ou d'un témoin, et ensuite on sent que les parties interviennent avec leur position. C'est pas tout à fait comme ça que parfois, et je vais parler pour moi puisque peut-être que d'autres l'ont ressenti différemment, c'est pas comme ça que je l'ai toujours vécu ces 3 derniers mois. Et je crois que surtout, c'est tellement important de garder à l'esprit qu'on ne peut pas violer la présomption d'innocence pour personne. Si on fait des exceptions pour certains, et précisément pour ceux qui sont accusés aujourd'hui, on détruit, on affaiblit en tout cas l'état de droit. Et on ouvre la porte à ce que dans d'autres audiences, dans d'autres procès, on mette à mal la présomption d'innocence en se disant de toute façon on l'a fait une fois, on peut le faire plusieurs fois. Ça devrait être absolument proscrit. Et voyez-vous, les quelques fois où on aurait pu penser, et je mets au conditionnel, puisque c'est un point de vue qui est subjectif, bien qu'on était en train de parler à des condamnés et non plus à des accusés, moi, dans mon rôle de défense, j'ai mal. Donc je m'y oppose. Et j'espère que
que ça ne se reproduira plus, ou pas souvent en tout cas, et j'espère que notre liberté de parole, de poser des questions aux enquêteurs, on a eu un moment difficile aussi s'agissant des enquêteurs belges, et vous savez ce rapport qu'ils ont eu très compliqué à leur propre dossier, et on s'est dit, enfin bon, si à ce moment-là on ne peut pas poser les questions que l'on veut poser sans être tenu par un planning extrêmement strict, et puis qu'on nous interdise presque de poser des questions, ce qui n'est pas pensable pour un avocat dans une salle d'audience. Tout ça, pour l'instant, ce sont des petits phénomènes, et j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin, ou en tout cas d'exprimer davantage encore nos mécontentements. Marie Violo, vous avez pris les petites notes. En fait, il y a énormément de points qui ont été soulevés entre votre question et la réponse de Ménia. Oui, donc, est-ce qu'il y a une défense... C'était quoi votre question? Est-ce qu'il y a une défense politique qui pourrait éventuellement se mettre en place? Ou une défense de rupture en considérant que, de toute façon, le procès est impossible à tenir et que les choses sont pipées. Non, mais c'est une question totalement ouverte. Je sais, mais parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure, et que de toute façon leur défense est inaudible ou quelque chose comme ça. Oui, vous avez dit ça? Oui, c'était un peu le but des défenses à la Vergès à une époque. Oui, alors... mais... Non, ce n'est pas une défense de rupture. Il n'y en aura pas, je pense, de défense de rupture. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de défense de rupture, je crois, en France en matière de terrorisme. Je pense qu'on va avoir une défense tout à fait lambda. Ce que je vous disais tout à l'heure, avec les procès-verbaux dans le dossier, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Bien évidemment, M. Mohamed Abreni reconnaît son implication dans les faits qui lui sont reprochés, mais son implication, elle est circonscrite à un certain nombre d'éléments. Et c'est de ça dont il va s'agir, et c'est de ça qu'il sera discuté au fur et à mesure des jours d'audience qu'il reste. Et c'est de ça, d'ailleurs, dont il était question avec les officiers de police belges, et on a pu fermer quelques portes. Donc votre rôle, c'est ça, c'est de laisser les bonnes portes ouvertes et de garder les bonnes portes fermées. Notre rôle, c'est de faire en sorte... des faits. Alors, en fait, ils sont renvoyés pour une qualification. Il y a une qualification pénale qui est retenue, mais dans cette qualification pénale, on peut mettre énormément de choses. Et vous voyez, parfois, j'ai l'impression d'être devant une espèce d'énorme pierre qui est en train de nous rouler dessus. Et parce qu'on lui reproche une complicité dans les faits, que vous avez rappelé tout à l'heure, alors on peut mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et en faire quelqu'un qui endosse la responsabilité de tout le monde. Et ça, c'est pas possible. Et c'est aussi à ça que ça sert un avocat. C'est à un moment donné de dire, ça suffit. Et rappelons peut-être juste, on le rappelle, je crois qu'on en a parlé à chaque émission, mais il faut surtout le dire à celle-ci, c'est que je pense que la meilleure des réponses à apporter au terrorisme et à ces actes qui nous ont ensanglantés, c'est encore une fois ces hommes, de les juger en droit, d'avoir un vrai procès et ou les charges, et de ne pas faire une justice effectivement politique ou expéditive, et que chacun soit jugé et c'est en ça où on verra si le procès est une réussite ou pas à la fin. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça autour de cette table, mais vous avez pas l'air d'en douter. On verra à la fin. En fait, on verra à la fin si c'est un vrai procès. On verra à la fin si on obéit à la civilisation. On verra à la fin, en fait. Ça fait 1, 2, 3, ça fait 4 mois que nos clients n'ont pas été entendus sur les faits qui lui sont reprochés. C'est-à-dire qu'ils sont dans le box et on parle d'eux tous les jours, sans qu'ils puissent intervenir. Et quand ils interviennent et qu'ils se lèvent, on leur demande de s'asseoir. Et vous savez ce qu'ils font? Ils s'assoient quand on leur demande de s'asseoir. Alors ça, c'est déjà un peu bizarre pour nous, avocats. Et puis ensuite, est-ce que les conditions de leur comparution à la cour d'assises, les fouilles auxquelles ils sont soumis tous les jours, parfois des fouilles intégrales. Je sais que ça peut paraître inaudible ce que je suis en train de dire, mais est-ce que ça, c'est l'obéissance et la soumission à la civilisation qu'on a choisie? J'en sais rien, c'est une question que je me pose. On verra à la fin leur état physique et leur état mental. On verra s'ils apportent les réponses à la Cour que les parties civiles attendent, évidemment qu'elles attendent un certain nombre de réponses. On verra s'ils seront en état de le faire. Je ne sais pas si le procès sera normal et si on pourra le considérer comme tel après ces 9 mois-là. Vous dites que parce qu'il y a eu ces nombreux mois à attendre, à écouter, à se soumettre, peut-être qu'ils ne donneront pas les réponses qu'ils avaient prévu de donner? Si ils avaient été questionnés plus tôt ou intégrés plus tôt dans le système de questionnement des faits et de... Peut-être, mais alors, c'est très compliqué, je crois, d'établir un planning d'audience avec autant d'accusés, autant de parties civiles, et je crois que c'est d'abord un casse-tête organisationnel. Maintenant, nous, on est là, on a des gens derrière nous qui comptent beaucoup sur cette audience, parce que vous savez, c'est quelque chose qui génère énormément d'émotions du côté des parties civiles, des avocats, mais également du côté des accusés. C'est quelque chose qu'ils vivent aussi, parce que ce sont aussi des êtres humains doués de sensibilité. Et c'est compliqué pour eux d'entendre ce qu'ils ont entendu jeudi,
que je me pose la question de savoir dans quel état ils seront au moment où ce sera leur tour de répondre. Et dans quel état ils seront à la fin de l'audience. Vous savez, à la fin de l'audience, on va leur demander un dernier mot. Je ne sais pas dans quel état ils seront à ce moment-là. Je me pose la question parce que c'est du jamais vu, parce qu'une audience aussi longue, elle n'a jamais eu lieu. On peut se demander qui sera dans quel état, et tout le monde sera sans doute dans un état particulier au bout de ces 9 mois d'audience. Oui, c'est sûr, ça. J'imagine. Un dernier mot ? Oui. Je vois que vous voulez réagir. Un dernier mot. Sur ce point-là, puisque évidemment que ça nous tient très à cœur, que la dignité humaine soit respectée dans un box aussi et dans un dossier comme celui-ci aussi. Ils sont à l'isolement depuis des années, ce qui est un traitement hors norme, extraordinaire du droit d'ailleurs, mais bon, pour ça il y a des recours et des lieux pour en discuter. La réalité, c'est que 9 mois, ça n'avait jamais été tenté, judiciairement parlant. On est en train de vivre tous ensemble une expérience, on ne sait pas comment on va en sortir, parce qu'il faut être très honnête. On ne sait pas si c'est faisable physiquement et intellectuellement pour eux, pour les victimes, pour tous les auxiliaires de justice dans cette salle d'audience. Et effectivement, nous ferons les comptes à la fin de ce qu'aura été ou non la justice dans cette salle d'audience. Et ce sera intéressant de vous avoir à nouveau sur ce plateau pour en discuter. Merci à toutes les deux. Merci à vous. D'être venues sur ce plateau. Marie Violo et Ménia Arab Tigrine. Mathieu, on te lit dans Mediapart. Merci à vous de nous suivre chaque soir. Demain, vous retrouvez Christophe Gueugnaud. Bonne soirée, salut.